Bonjour, je m'appelle Philippe Archambault et j'ai le plaisir d'animer Cause Prévention, un balado sans risque de la STAS. Dans ce balado, on va à la rencontre d'expertes et d'experts, de passionnés de la SST, de personnes engagées sur le terrain qui collaborent à améliorer leur milieu de travail. Au fond, l'objectif est de causer prévention, pour la promouvoir et la faire rayonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean Duchesneau et Raphaël Bélanger de la Fondation Papillon. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça fait Salut. plaisir de vous voir, de vous revoir. Merci de vous prêter au jeu de la discussion devant micro et caméra. C'est vraiment apprécié. Pour bien mettre là, la table à nos échanges, moi je vous connais, mais pour le bénéfice de notre public, pouvez-vous dire quelques mots sur vous, sur vos fonctions à la fonction Papillon, puis un peu de votre parcours, formation. On va commencer comme ça. Parfait. Raphaël Bélanger, je suis la directrice du camp de Grand Prix de la Fondation Papillon. On est situé sur la rive sud de Montréal, à Otterburn Park. Ça fait à peu près 15 ans que je suis impliquée auprès de la Fondation. J'ai commencé dans les camps de vacances au camp Papillon dans la Naudière. J'ai commencé comme aspirante monitrice. Puis après ça, j'ai monté dans les postes. Puis au courant de tout ça, je suis devenue éducatrice spécialisée. J'ai fait des stages beaucoup avec des enfants en situation de violence ou qui avaient des troubles de comportement. Donc, dans les centres jeunesse, dans les écoles, dans les classes plus spécialisées. Puis, à la Fondation aussi, je me suis spécialisée avec les groupes qui étaient plus un pour un, qui avaient des comportements particuliers aussi. Puis, je suis aussi formatrice Omega avec la SAGE, justement, pour la Fondation Papillon. Puis, je donne différentes formations au sein de la Fondation aussi pour l'animation d'activités, pour la prévention de la violence. Puis, c'est pas mal ça, C'est bon, ça. C'est assez. C'est un beau parcours. Oui. Et toi, Jean? Jean Duchesneau. Je suis bénévole à la Fondation Papillon depuis plus de 25 ans. Mais dans la vie de tous les jours, moi, je suis un garagiste à Montréal depuis plus de 45 ans. Et la santé et sécurité au travail m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu, souhaiter et exiger de travailler dans un environnement sécuritaire. Alors, ça m'a passionné pendant toutes ces années-là. Ça paraît. Je te regarde, là, puis on sent toute la passion, puis la même chose de ton côté, Raphaël. Là, vous avez fait un autoportrait professionnel de vous maintenant pour que nos auditeurs, auditrices comprennent bien votre vision de la prévention, ce que vous faites en SST. Pouvez-vous dépeindre un peu le mandat de la Fondation Papillon? C'est quoi le type d'installation, le type de clientèle? Juste pour vraiment nous mettre dans le bain. Puis ensuite de ça, on va se parler plus SST. Mm-hmm. Mais moi, je peux tracer un portrait global parce qu'au niveau des opérations, Raphaël est beaucoup plus compétent. Mais moi, je peux vous dire que la Fondation Papillon existe depuis bientôt 100 ans. Wow. Et on est reconnu beaucoup. On est au service des personnes en situation de handicap depuis tout ce temps-là. Et on est connu principalement parce que les gens connaissent le camp Papillon dans la région de la Naudière. Alors là, on parle d'un immense terrain, 75 bâtiments. On peut recevoir 300-400 personnes en même temps et tout est adapté en fonction des personnes en situation de handicap. Alors, tout est pavé, tous les équipements sont faits pour eux. Sur la rive sud de Montréal, à Otterburn Park, on a un autre camp de vacances qui, lui, reçoit une clientèle principalement avec le trouble du spectre de l'autisme. D'ailleurs, c'est Raphaël qui gère ce dossier-là. Et à Montréal, notre bureau chef, le siège social, ben là, on a toute la multitude de services, que ce soit la garderie d'intégration. On a des jeunes neurotypiques, des jeunes avec des besoins particuliers, répit les fins de semaine pour les enfants et les parents. Après ça, un centre de stimulation. Fait que vraiment, on a 3 axes importants qui fait que la Fondation, on offre des services à toute notre clientèle. Mais pour ce qui est des opérations, Raphaël est pas mal mieux placé que moi dans les opérations quotidiennes. Ça marche. Puis, dans le fond, c'est la Fondation, comme tu disais, a toujours été à
au service des personnes handicapées sur plusieurs aspects. Là, je sais qu'à un certain point, on faisait du transport adapté. La fonction de la Fondation, c'est de se développer avec la clientèle et les besoins. Donc, on va ajuster nos services, on va continuer à grandir en fonction de c'est quoi les nouveaux besoins. Parce que notre clientèle, ça évolue. Tu sais, avant, on voyait plus de déficiences physiques. Là, on voit de plus en plus de déficiences intellectuelles, du trouble de spectre de l'autisme. Ça évolue avec le temps. Fait que nous, on s'adapte. Donc, au camp de Grand Prix, c'est ça. On accueille des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Au camp Papillon, c'est tout type de handicap confondus peuvent y aller. À Montréal, on a, comme il disait, la garderie, le centre de stimulation. On a aussi un centre de jour 21 ans et plus. On a un camp de jour l'été. On a... L'objectif de la Fondation, c'est un continuum de services. Puis d'offrir de quand ils arrivent à la pouponnière, parce qu'on a fait une pouponnière aussi, jusqu'à quand ils sont adultes, des services, parce que ils en ont besoin tout au courant de leur vie pour aider les parents, puis eux aussi leur donner un certain niveau d'autonomie. Ouais. C'est un très beau portrait, noble mission. Puis en pré-entrevue, dans nos échanges précédents, j'avais pas réalisé la longévité depuis combien de temps? Près de 100 ans. Près de 100 ans. Ouais. C'est incroyable, vraiment. C'est une belle organisation. Ben oui, c'est ça. En tout cas, dans le mandat, dans la diversité aussi des installations, des services offerts, il y a vraiment quelque chose d'exemplaire et d'assez unique, j'ai l'impression. On parlait du camp Papillon tantôt. C'est considéré comme étant le ou un des plus grands camps de vacances pour personnes en situation de handicap en Amérique du Nord. Ah oui? C'est majeur, là. Okay. Ouais. Fait que mon intuition juste. Oui, puis je pense que ce qui nous différencie beaucoup aussi, c'est qu'on n'est pas spécialisé dans un type d'handicap ou juste dans un axe des types de handicap. On est vraiment un peu plus... c'est très large, la clientèle qu'on va aller accueillir dans nos services. On n'est pas spécialisé dans un type, on accueille tout le monde, puis on s'adapte à chacun des besoins de tous. J'aimerais juste faire une parenthèse. Oui. Vas-y. Des fois, on fait des blagues à la Fondation, on dit souvent, la seule chose qu'il y a de permanent, c'est le changement. La Fondation, en 1930, sa mission principale, c'était de s'occuper des gens qui avaient la polio. Ouais. On comprend que 100 ans plus tard, la polio, il y en a à peu près pas. Mais on s'est adapté au fil du temps. Puis comme disait Raphaël tantôt, tous les types d'handicap sont admis au camp Papillon, que ce soit physique, intellectuel, spectre de l'autisme, mais on a dû s'adapter, puis c'est comme ça que je pense qu'on a, au fil du temps, survécu à près de 100 ans d'opération. Ouais. C'est intéressant. La seule chose de permanente, c'est le changement. Oui. Oui. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur vous et sur votre milieu de travail, sur la Fondation Papillon même, on va commencer à aborder votre vision de la SST, de la prévention. À la STAS, on sait que la santé et la sécurité du travail, on peut en parler en termes de règlements, de normes, de lois, mais à la STAS, on aime bien mettre toujours l'importance, l'accent sur le visage humain de la SST. Sur la mobilisation, sur la collaboration, sur l'engagement, sur l'implication. Et j'ai comme le feeling que de votre côté, vous avez une telle vision, une vision humaine de la SST. J'aimerais vous entendre pour comprendre. Après, on va aborder des sujets plus spécifiques, mais pour mettre la table, j'aimerais vous entendre sur votre culture de la prévention ou votre vision de la prévention à la Fondation. Tu vas être obligé de m'arrêter. C'est Raphaël. Il va falloir que tu m'arrêtes aussi. Non, mais quand on parle de vision, là, ouais. Comme j'expliquais tantôt, moi, je viens d'un milieu où le risque d'accident de travail est élevé. C'est un métier dangereux et ça m'a toujours intéressé, interpellé. Et pour moi, j'ai toujours dit et transmis à mes collègues, il n'y a pas une job qui mérite qu'on y laisse sa santé puis sa vie. Pour moi, là, tout part de là. Si on est capable de trouver une façon... Il n'y a pas... Dans tous les types de travail qu'on fait, que ce soit dans un garage ou à la Fondation, il existe un équipement ou il existe une procédure qu'on devrait appliquer qui va éviter les accidents. Ouais. La plupart du temps, les accidents de travail arrivent parce qu'on a coupé court, on a voulu « Ah, ça sera pas long ».
Et c'est là qu'arrivent des accidents. Puis que ce soit dans le milieu hospitalier, à la Fondation ou au garage, il existe des équipements. Pendant des années à la Fondation Papillon, quand on faisait le transfert d'un jeune, ben c'était à bras, puis ouais, donc ça sera pas long, jusqu'à ce qu'il y ait des maux de dos. Mais il existe des lève-personnes au plafond, puis ben il y a pas personne qui va lever quelqu'un pour risquer de se faire mal. Il suffit de penser que pendant des années, donner un bain, ben les gens étaient à quatre pattes devant le bain, puis ils donnaient le bain. Ben, il existe des bains aujourd'hui. Alors, c'est cette culture-là, je pense, qu'il faut valoriser à l'intérieur de nos équipes. Je pense aussi qu'on oublie souvent qu'on est notre outil de travail. Puis c'est quelque chose qu'on va aller valoriser aussi beaucoup dans notre équipe terrain parce que ils travaillent pas avec des ordinateurs, ils travaillent pas, c'est avec leur corps, c'est avec fait que tu sais autant le PDSP que nous on donne à la fondation, là Omega va rentrer aussi là-dedans, c'est une situation de crise. Moi je les ai vécu des années au Camp Papillon où est-ce qu'on faisait des transferts à bras, puis on est vraiment plus jeunes, on a comme 15-16 ans, puis on devait lever des gens de comme 250 livres, puis les déplacer dans leur lit, puis tout. Le PDSP n'existait pas nécessairement, on n'était pas aussi répandu à l'époque. Aussitôt que c'est rentré, on l'a donné au moniteur. Mais c'est vraiment le concept de si toi, t'es pas en mesure de travailler comme il faut, tu pourras pas donner un bon service aussi, puis ça se prolongera pas dans le temps non plus. Puis la culture aussi, c'est que 60 paires de yeux versus une paire, ça parle, là, dans le sens que c'est un travail d'équipe. C'est pas... ça appartient à tout le monde, la sécurité et la santé au travail. Là. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup vos réponses parce que là, tu viens d'évoquer la co-responsabilité. Ça appartient à tout le monde. On sait que c'est au cœur de la LSST, au cœur de la loi même. Ouais. Puis, ta première réponse, Jean, nous rappelle pourquoi on a une loi en santé et sécurité du travail. Ouais. C'était pas pour faire chic, c'était pour sauver des vies. Ben oui, tout à fait. Et donc, je vois que votre vision a intégré de manière très, très homogène ce qui est au cœur même de la loi, au cœur même de... On fait pas de la santé et sécurité du travail parce qu'il y a une norme qui le dit. C'est le contraire. Justement. On a créé une loi parce qu'on trouve que la sécurité puis la santé humaine, ce sont des valeurs et donc on va se doter d'outils pour les préserver, pour les promouvoir. Maintenant, on sait que une vision, une culture, ça flotte pas dans l'air. Ça prend des piliers, ça prend des relayeurs, ça prend des personnes investies. Je me demandais à la Fondation Papillon quelles étaient soit les personnes ou des fois c'est les équipes, des comités qui sont porteurs de ce qu'on appelle dans notre jargon la prise en charge de SST. Ouais. Est-ce qu'il y a des comités ou des personnes clés dans l'organisation qui sont porteurs, relayeurs de ce... Il y a le comité de santé et sécurité. Et ça, c'est une chose qui, à mes yeux à moi, c'est pas juste de bien paraître puis dire qu'on a un comité. Ça prend un comité qui est actif et respecté. Alors, au sein du comité, qu'il y ait des gens de la direction qui soient présents ou que ce soit un moniteur de 17 ans qui fasse partie du comité, on se doit de respecter la parole de chacun. Le vote d'un moniteur au sein du comité est aussi important que mon vote à moi. Ça, pour moi, c'est important parce que ce sont eux qui portent le message au quotidien dans toutes nos opérations. Ces gens-là doivent être respectés. Puis quand un membre d'un comité dit « Je pense que tel équipement, on devrait le fermer parce qu'il n'est pas sécuritaire », son opinion à lui dépasse n'importe quel gestionnaire en place. Ça n'a pas de prix. Ça, quand on parle de culture, là, je dis toujours, la culture de la santé-sécurité, là, faut pas que ça soit imposé. On doit donner l'exemple, pas essayer d'être autoritaire, de convaincre par l'exemple. Je pense que pour moi, c'est la meilleure façon. Ouais. Puis Jean, il fait vraiment bien. Il applique ce qu'il dit, là. Il vient nous voir régulièrement. Quand je travaillais dans les installations de Montréal, il vient nous voir régulièrement avec son pad. OK, qu'est-ce qui est brisé? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Y a-t-il un problème? Puis là, on fait le tour ensemble. Puis là, il va aller poser action sur les choses qui sont brisées. Fait que je pense que ça représente bien l'encouragement qu'il nous donne aussi en tant que gestionnaire d'aller voir nos équipes, de pas attendre que eux viennent nous le dire nécessairement.
de notre côté, les gestionnaires, on demande aussi à nos employés en formation, dans leur intégration aussi, on les informe que c'est un travail d'équipe. Que s'ils voient quelque chose que nous, on n'utilise pas au quotidien, mais que eux, dans leur travail, ça pose problème, mais qu'ils viennent nous en parler, puis nous, on s'engage à faire le changement vraiment rapidement. Moi, le seul emploi que j'ai eu, que j'ai entendu cette phrase-là, c'est à la Fondation. Puis c'est gens qui me l'ont dit, c'est qu'il n'y a pas de prix pour la sécurité. Même en tant qu'organisme non lucratif, on ajuste nos budgets en fonction que la sécurité, c'est notre priorité. Autant au niveau incendie, autant au niveau transfert de clientèle. Toujours dans la mesure du possible, puis toujours progressivement, mais toujours de plus en plus sécuritaire. Fait que c'est un peu ça notre culture. Tu sais, quand on parle d'accident de travail, tu donnais l'exemple tantôt d'un équipement qui est défectueux. Ouais. Combien de fois qu'on a entendu un accident de travail est arrivé, les employés disaient « Ah, ça fait 2 semaines que cet équipement-là ne marchait pas. Ça, c'est inconcevable. Puis moi, dans ma culture, c'est s'il y a un accident de travail, ben il doit y avoir automatiquement une enquête d'accident de travail. Qu'est-ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise? Moi, je me mets dans le pot d'un employeur s'il fallait qu'un deuxième accident de travail survienne, puis c'est un copier-coller de ce qui s'est passé, c'est à mes yeux à moi intolérable. Oui, tout à fait. Et tu as dit quelque chose au début de ta réponse sur la reconnaissance des gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est les personnes qui connaissent le mieux la situation de travail, comme on dit à la start, le milieu. Mais tu sais, c'est une chose de le dire, mais tu sais, souvent, des fois, on peut devenir pas cynique, mais par rapport à on m'a demandé mon avis, mon opinion, mais il n'y a rien qui est fait. Et ça fait un comité qui va mourir. Exact. Et donc, toute l'importance, non seulement de la reconnaissance, je te pose des questions, je t'écoute, mais les bottines qui suivent les babines, il y a des activités de suivi, il y a quelque chose qui est... Si on donne des responsabilités à quelqu'un, il faut lui donner l'autorité qui vient avec. Si à chaque fois qu'il parle, il a l'impression de parler dans le vide, ben ça, c'est un candidat qui va soit quitter ou qui va dire que ça sert à rien le comité. Ouais. Je vous trouve très éloquent, vraiment. J'ai noté dans vos réponses, on parle de jeunes travailleurs, des jeunes moniteurs et tout ça. Et donc, ça m'amène à vous poser cette question-là. Est-ce qu'il y a un volet SST dans votre intégration quand vous accueillez justement des jeunes travailleurs, des jeunes travailleuses, là, quand même, là, des moniteurs, monitrices de camp? Mais peut-être qu'il y a même d'autres types d'emplois où les travailleurs sont assez jeunes. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que vous faites sur le plan de l'intégration. Ben, il y a plusieurs aspects. Premièrement, oui, il y a les moniteurs, mais dans les camps, on engage souvent des jeunes à la cuisine et à l'entretien. Donc, ça va être des jeunes travailleurs de comme 15-17 ans qui vont travailler avec nous dans les cuisines, sur le terrain, avec la clientèle. Dans leur formation pour leur intégration, tout au long de ce processus-là, parce qu'au camp Papillon et avec la Fondation, on donne 60 heures de formation par année à nos employés pour qu'ils puissent faire leur travail sécuritairement, correctement, puis qu'ils soient à l'aise de le faire aussi. On a on aime quand la CNSST vient, en fait. On les accueille avec croissant, café, venez-vous-en, on veut vous parler, on veut... Ah oui, vraiment, puis... pour s'assurer justement que toutes les choses qu'on sait pas, parce que moi, ça a été mon cas en rentrant au camp de Grand Prix. Il y a plein de choses qu'on sait pas quand on commence à gérer un camp. Puis nous, la CNSST était venue. Puis ils nous ont montré plein de types de protocoles qui existent à afficher, à enseigner aussi à nos jeunes qui travaillent à la cuisine, à l'entretien, avec la clientèle handicapée. Puis, ils reçoivent toute cette formation-là. Donc, ils vont avoir du coaching, ils vont avoir du modeling avec eux. Désolée pour le modelage, les anglicismes quand même. Du modelage avec eux. Donc, on va travailler avec eux. Les personnes qui ont plus d'expérience vont aller sur le terrain avec eux. Ils sont jamais seuls pour commencer un nouvel aspect de leur travail. Pour ce qui est tout ce qui est cuisine, entretien, donc ils vont utiliser des machines, ils vont utiliser... des rinces pour laver la vaisselle, des fois ils vont partir un four. Tous ces équipements-là, ils sont sous supervision aussi. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu la formation. Puis c'est la première chose qu'ils leur est dite
quand ils sont engagés. Pour la clientèle, c'est ça, ils sont soutenus par un responsable d'équipe qui a souvent minimum 1 an d'expérience avec la clientèle pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Là. Fait que c'est comme inclus dans le processus de formation. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, puis c'est ça, finalement, il y a une forme d'accompagnement. Les travailleurs et les travailleuses les plus expérimentés sont jumelés aux petits nouveaux, aux petites nouvelles. C'est intéressant. Moi, je me souviens d'une publicité à la télé qui, la CNESST disait que les jeunes travailleurs, le premier mois de leur embauche, le taux de possibilité d'accident de travail était quelque chose comme, je me souviens plus, un pourcentage très élevé. Et c'est là, comme disait Raphaël, quand on reçoit un nouveau travailleur, on a un cahier qu'on appelle l'accueil du nouveau travailleur. Voici les éléments de sécurité, voici où sont les toilettes, voici ta case, voici les extincteurs, voici le point de rassemblement. Toutes ces choses-là, la première journée, à toute fin pratique, là, l'employé travaille à peu près pas. Oui. On lui présente les équipes, on lui dit si jamais tu as un problème et que tu peux pas me rejoindre, ben sache que tu es jumelé avec lui. Puis si t'es pas sûr ou tu es gêné, ben souvent, des fois, le jeune employeur va être gêné de parler avec son responsable. J'ai-tu bien compris? Mais s'il y a quelqu'un qui est jumelé avec lui, ben souvent, ça va dissiper la gêne, puis il va vouloir être capable de lui parler. Et ça m'avait frappé, moi, cette publicité de la CNESST. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on prend l'accueil du nouveau travailleur très au sérieux. Ouais. Puis il y a un aspect aussi qui n'est pas juste le... tu me fais penser qu'il n'y a pas juste l'aspect terrain dans notre cahier d'accueil de l'employé. Il y a toutes les politiques aussi. T'sais, il y a accès à cette information-là, toutes les politiques de la Fondation, que ce soit la prévention du harcèlement. T'sais, la santé et la sécurité au travail, c'est pas juste les accidents de travail dans l'application de ce que tu fais, c'est aussi l'ambiance de travail, c'est comment ça se déroule sur le dit terrain. Là. Donc, on a des politiques pour ça. On souhaite avoir un environnement qui est accueillant pour tous. Donc, il y a ça aussi dans ce cahier-là que je trouve intéressant de mentionner. Dans le fond, tu fais référence à tout le volet santé psychologique du travail. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même campagne, mais il y a 1 an, pas cet été, mais l'été 2024, la CNESST a fait une grande campagne de sensibilisation justement pour les jeunes travailleurs, jeunes travailleuses. C'est vraiment un enjeu primordial. Ça m'amène à vous poser une question complémentaire. Là, il y a vous, ce que vous faites, ce que vous donnez, mais comment c'est reçu par les jeunes travailleurs, les jeunes travailleuses? Quand vous parlez de SST, est-ce que vous sentez que vous avez comme toute leur attention? Puis... À mes yeux, moi, c'est abstrait pour eux. Ce sont de jeunes travailleurs. Ils n'ont jamais été... Puis moi, quand on les rencontre, les jeunes travailleurs, là, on leur explique un peu comment on voit ça. Puis moi, souvent, je leur pose une question. As-tu déjà été témoin d'un accident de travail? Bien souvent, ils vont dire non. Moi, je leur demande, identifie-moi peut-être 4 ou 5 risques d'accident de travail que tu vois dans ton milieu. Puis souvent, ils ont de la misère à l'identifier parce que pour eux autres, c'est encore abstrait. Ouais. Mais moi, si on parlait de cuisine tantôt, ben, tu disais à quelqu'un, ben, tu vas comprendre que tu peux pas venir travailler ici en sandales, tu travailles dans la cuisine. Si tu transportes un chaudron avec la sauce bouillante puis tu t'en échappes, ah, OK. C'est comme ça que je pense qu'on est capable malheureusement, de les éduquer parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Puis il faut pas attendre le premier accident pour qu'ils soient conscients. Non. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est à nous aussi, avec nos jeunes travailleurs, d'être cohérents. Fait que c'est toujours des souliers fermés en cuisine. C'est toujours de l'eau, chapeau, casquette quand tu travailles. C'est tout, tu sais, de pas une fois ça passe pas. Puis c'est de les encadrer là-dedans. Les jeunes, ça l'oublie. Ben, par l'exemple, oui, si je rentre dans la cuisine puis je demande un filet, je vais en mettre un filet en rentrant dans la cuisine, tu sais. Si dans la cuisine, je peux pas être en sandales, ben moi aussi, ça va être des souliers. On fait pas... c'est ça, on montre l'exemple, c'est important. Ouais. Je pense que la pire chose à faire, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça, là, c'est insultant pour n'importe qui se fait dire ça. On parle de respect aussi de la crédibilité, le respect, de tu me demandes de faire quelque chose. Puis surtout la génération qu'on a aujourd'hui en tant que jeune employeur, ils veulent comprendre pourquoi est-ce qu'on leur demande quelque chose. Ouais. Moi, ça me fait plaisir de leur expliquer. C'est pour ta sécurité. Puis en effet, je vais le faire moi aussi si je te le demande. Là. Maintenant, on s'est jasé pour préparer notre entretien de plusieurs choses, d'actions que vous faites en SST à la Fondation. Il y en a 2 qui ressortent du lot, puis c'est vraiment dans deux enjeux très différents, 2 démarches
je l'ai dit en apparence très différentes, mais je pense qu'ils sont liés au même esprit de prévention. J'aimerais qu'on se parle de prévention de la violence, mais aussi de votre programme de cadenassage. Je propose qu'on commence avec toi, Raphaël, pour parler de prévention de la violence, puis nous expliquer qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce que vous faites pour prévenir la violence, puis peut-être nous dire aussi, avant même de nous parler des actions, ben, ça ressemble à quoi la violence à la Fondation Papillon? C'est juste pour qu'on ait vraiment des images claires puis qu'on ait une bonne compréhension. Ben, déjà, en partant, nous, depuis 2014, on reçoit la formation Omega avec la SAS au Camp Papillon. Notre première cohorte, j'étais dedans, c'était en 2014. J'avais 16 ans. C'est ça fait longtemps que je la reçois à la formation Omega. Puis, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a commencé justement à aller chercher cette formation-là et d'avoir nos propres formateurs aussi, parce que c'était ça, la première cohorte, c'était l'évaluation des premiers formateurs. On avait... notre clientèle, elle est super imprévisible. Pas l'entièreté de notre clientèle. Puis je dis imprévisible... puis je me reprends moi-même là, parce que j'ai tendance à le dire, mais on a... à l'époque, on prenait pas nécessairement le temps, on n'avait pas accès, en fait, à autant d'informations qu'on a aujourd'hui. Donc, des dossiers avec des grilles d'escalade, avec juste plus d'informations sur comment est-ce que la violence chez mon usager pourrait être vue. Donc, que ça soit des organisations où est-ce qu'il va y avoir des coups, des morsures, lancer des meubles. C'est des comportements qui, on travaille beaucoup à prévenir, qu'on va aller chercher le plus d'informations possible. Mais si jamais on n'est pas capable d'aller prévenir, on va chercher la formation justement pour se garder en sécurité. Ouais. C'est beaucoup ça qu'on va voir dans les comportements. La violence, comment est-ce qu'elle se dépeint chez nous? Là, c'est vraiment comme ça. C'est avec des usagers qui ont une surstimulation sensorielle ou qui vont avoir un besoin non comblé puis qui n'arrivent pas à nous communiquer l'information. C'est beaucoup ça. C'est toujours la base, c'est le manque de communication ou de compréhension de ta communication. C'est plus ça. On peut aussi avoir certains parents qui vont vivre de la détresse parce qu'ils manquent de services, parce qu'ils sont épuisés. Ça va être moins de la violence physique, ça va être plus de la violence verbale. Puis souvent pas volontaire, vraiment juste à bout de ressources puis qui savent plus quoi faire. Donc, de recevoir ce type de formation-là, ça va vraiment nous permettre d'accueillir tout ça, en fait. Parce que c'est pas nécessairement de le gérer, c'est pas nécessairement de l'arrêter, c'est plus de l'accueillir puis de voir comment est-ce qu'on peut accompagner cette personne-là quand elle est en crise. Nous, ce qu'on essaie de faire à la Fondation, c'est qu'à chaque année, on va former au minimum une cohorte avec la formation Omega. C'est pour ça que moi et la directrice de l'autre camp de vacances, on est devenue formatrice parce qu'on veut former quand même régulièrement nos employés pour qu'ils soient en mesure d'être en sécurité. Par exemple, au Camp Papillon, les coordonnateurs reçoivent automatiquement tous la formation Omega. C'est eux notre équipe d'intervention. OK? Donc, sur le terrain, quand il y a une grosse situation de crise, ils vont être en priorité appelés, justement. Mais tous les employés reçoivent aussi une capsule qui est plus comment reconnaître des situations de violence et quoi faire aussi pour te garder en sécurité sans avoir la formation Omega complète. Parce qu'on... C'est 4 jours, c'est 14 personnes. Ça fait du monde libéré. On a beaucoup d'employés, là. Fait que tout le monde reçoit un minimum de protocole sur comment te garder en sécurité parce que, justement, si t'es plus capable d'intervenir, ben, on n'aboutit pas, là, à régler la situation. Fait que c'est un peu... c'est notre clientèle, c'est les parents. C'est beaucoup ça, là, qu'on peut voir. Puis, c'est tout le monde qui est au courant. Ouais. C'est pas juste une équipe fixe. On a l'équipe d'intervention, puis je mets des guillemets parce que c'est au Camp Papillon, c'est comme ça. Au Camp de Grand Prix, ben c'est moi, parce qu'on est, on est moins d'employés. Fait que je peux aller les soutenir au besoin s'il y a quoi que ce soit. À Montréal, on a aussi l'équipe en bas au centre de jour que l'équipe de gestion reçoit la formation, puis qui peuvent aller aussi guider leurs employés. Des fois, c'est pas faire à la place d'eux, c'est faire avec, là. Donc, c'est comme un ensemble de
prévention majoritairement. Oui. Puis, j'imagine, tu as parlé de la formation Omega, mais j'imagine que vos pratiques sont encadrées par des procédures. Admettons, dans telle situation, quoi faire? C'est une procédure d'appel, une procédure de... Énormément. Ouais. Parce que, comme je disais, avant, on n'avait pas accès à l'information. Maintenant, on rencontre les éducatrices spécialisées de nos usagers. On les rencontre avant qu'ils viennent, aussitôt dans le dossier qu'ils remplissent lors de l'inscription. Aussitôt qu'on voit un petit flag, mettons. Quelque chose qui vient nous dire « Oh, j'aimerais ça rencontrer la personne avant qu'elle vienne dans nos services pour comprendre un peu plus ses comportements. » On va les rencontrer. On prend le temps d'aller rencontrer les parents qui viennent sur le terrain, les éducateurs, lire leurs dossiers. Notre équipe de gestion, c'est tous des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs ou des infirmières, fait qu'on prend le temps de les lire, puis d'adapter aussi l'accueil de notre usager. Là. Ah, très intéressant. Vraiment, il y a beaucoup de choses, hein, mais on sent que dans chacune de vos réponses, c'est toujours le travail d'équipe, c'est toujours l'importance que tout le monde ait la même information. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes habiletés ou aptitudes ou les mêmes responsabilités, mais on sent qu'il y a un langage commun. Il y a un souci au moins que tout le monde ait la même base, hein, que tout le monde soit sensibilisé à quoi faire dans une situation où il y a une crise, où il y a... c'est pour pas que personne se dise « Oh, c'est quoi mon rôle là-dedans? » Mais absolument, puis on parlait de jeunes travailleurs. Moi, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. À 14 ans, voir une crise de violence, c'est pas quelque chose que j'avais vu régulièrement. J'allais dans une école régulière, j'avais pas nécessairement vu ça avant. Puis on était super sensibilisés en formation aussi avant de commencer, que ça peut arriver, mais que c'est correct de... Si tu te sens pas capable de gérer, c'est correct, va chercher de l'aide. On est disponible pour toi, puis on est vraiment... Il arrive vraiment rapidement, l'équipe. Ils ont tous les walkie-talkies, puis on le sait quand il y a un usager qui est plus fragile cette journée-là. C'est vraiment d'apprendre à connaître notre clientèle, mais aussi nos capacités en tant qu'intervenants. Là, on les encourage beaucoup à connaître leurs capacités aussi. Très bien. Merci pour nous avoir... Puis tu as vraiment fait un beau tour du sujet. Là. Je sens que tu pourrais nous en parler encore et Pendant une semaine. Ça, c'est clair. Pendant une semaine. Je voulais passer à l'autre initiative qu'on voulait aborder pour notre entretien. Je dis initiative, mais c'est plus qu'une initiative. C'est votre programme de cadenassage. J'aimerais t'entendre à ce sujet, Jean. Je disais en début d'entrevue, je suis garagiste depuis plusieurs années. Et c'est dans mon implication en santé-sécurité qu'un jour, on m'a proposé de faire un projet pilote de cadenassage. Et c'est là que j'ai compris l'importance dans un milieu à haut risque d'accident. Et là, j'ai vraiment compris que c'était important, qu'il peut arriver des accidents à cause qu'une pièce ou un équipement a fait défaut, puis quelqu'un a dit, je vais le dire tantôt à mon superviseur, puis il oublie, quelqu'un d'autre l'utilise, puis il pète d'en face. Alors, chez nous, le cadenassage, c'est ultra important. On parlait tantôt de la cuisine. Un jour, je suis là et le fameux équipement pour trancher les viandes froides puis tout ça, la fille dit, écoutez, elle va pas bien. Elle va pas bien, arrête ça tout de suite. On met un cadenas puis c'est fini. Puis pas juste dire, on va s'en occuper. Faut plus que on va survivre quand même si on n'a pas du jambon tranché, là, mais on n'attendra pas qu'il arrive un accident. Et c'est cette culture-là qu'il faut absolument... Puis que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, on dit toujours que le mot juste de problème, c'est la communication. Alors, on est dans une grande organisation, il y a beaucoup de monde qui travaille, quelqu'un a été témoin de quelque chose, puis la communication s'est pas faite. Et combien de fois qu'on a vu des accidents, justement, en lien avec le cadenassage, parce que dans la chaîne d'information, il y a eu un moment donné où ça s'est pas rendu, puis l'accident arrive. Alors, j'ai implanté ce programme de cadenassage-là, et pas juste d'implanter le programme, c'est de l'expliquer, d'expliquer les dangers, puis de s'assurer que les gens comprennent, puis que chaque personne en autorité soit capable d'intervenir. Puis on a ce qu'on appelle un kit de cadenassage avec les cadenas, puis tous les équipements, puis fermé, disjoncteur. On a tout ça. Il arrive quelque chose, attends pas, puis ta clé, là, elle reste pas près le cadenas, te met dans ta poche. T'es sûr qu'il n'arrivera pas d'accident. Et ça aussi, c'est connu et su par tous, par tout le monde. Ah oui. Tout le monde. Ah oui. C'est ça, on retrouve le même souci, puis là, je sens bien
à votre passion, que c'est pas un hasard, mais le même souci de communiquer l'importance de prendre soin de soi, de pas laisser, puis d'être assez rigoureux. C'est ça aussi. Dans plusieurs des exemples que tu donnais, Jean, tu dis, mais j'en parlais plus tard, on va le dire, mais finalement, on peut pas être aussi, j'allais dire, aussi lousse que ça avec les conditions de travail, surtout avec des équipements défectueux. On le sait, il faut être à la fois, il faut connaître que les moyens de protection puis les mesures préventives, mais il faut avoir cette espèce de rigueur-là. De déclarer le risque. Et là, on en revient, tantôt, on évoquait la loi sur la santé et la sécurité du travail. Ça, c'est une co-responsabilité. Tout à fait. Puis, tout le monde a le devoir de déclarer, ici, on parle d'équipement, un équipement défectueux ou dangereux. C'est dangereux. Mais on parlait aussi tantôt de culture. Et ça, je pense que c'est une autre pierre angulaire de la santé et sécurité. Dans mon métier à moi, on exige que les travailleurs portent des lunettes de sécurité. Les premières années, là, je devais insister, répéter. Et là, on me disait tout le temps, ça fait de la poussière, j'ai de la buée. Alors, j'ai fait venir le fournisseur de lunettes, puis je dis, il existe combien de types de lunettes en sécurité? Il y en avait 18. J'ai acheté les 18 modèles. T'aimes pas ce modèle-là, c'est celui-là, mais tu vas porter des lunettes en sécurité si tu veux travailler chez nous. Et au fil du temps, je vous dirais que j'ai même pu, depuis des années, à intervenir parce que l'équipe en place dit aux nouveaux travailleurs, si tu portes pas de lunettes, tu travailleras pas chez nous. Ouais. Alors, c'est cette culture-là qu'il faut que ça soit inné, puis que les travailleurs qui sont dans l'entreprise ou dans l'organisation soient conscients que c'est une décision pour le bien de tout le monde. Ouais. Moi, dans l'atelier, j'ai pas plus le goût de mourir qu'un employé. Alors, on veut s'assurer que tout le monde travaille dans une ambiance sécuritaire. C'est pour leur bien. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez pas le croire, mais on touche à la fin de notre entretien. Et à cause prévention, on a une habitude, on demande à nos invités de nous laisser avec un conseil, une perle de sagesse peut-être au sujet de la prévention. Ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose qui nous guide au quotidien. Et on aime bien quand le conseil est paritaire, c'est-à-dire quand il y en a pour les travailleurs et les travailleuses, mais aussi pour les gestionnaires, parce qu'on sait, co-responsabilité oblige. Fait que, je vous écoute. Moi, je suis prêt. Ah oui? Moi, je suis prêt. Vas-y. Je suis étonné. Tout est en lien avec le comité de santé et sécurité. Je disais plutôt, il faut que chacun des membres du comité ait le droit à son opinion, sa parole, sans égard à sa fonction. Que tu sois le balayeur ou que tu sois le président de notre pays, si tu es au comité, ton droit de parole est aussi évident. Puis, il faut que si ce membre du comité décèle quelque chose qui ne fonctionne pas selon nos critères de santé et sécurité, que sa parole soit aussi entendue que si c'était le directeur ou le gestionnaire qui parle, disait on arrête ça maintenant. Oui. Ça, si on fait pas ça, je pense qu'on manque le bateau. C'est vraiment l'esprit paritaire, mais dit avec beaucoup d'éloquence. Raphaël, la barre est haute. Non. Oui, non, c'est ça. Petite gorgée d'eau. Ça va, ça. Non, plus sérieusement, je pense que dans toutes les tables de concertation dans lesquelles on se trouve, puis les différents services dans lesquels j'ai travaillé, je pense que c'est une chose à la fois, mais fait quelque chose. Je pense que c'est de toujours, des fois, les différentes ressources n'ont pas l'impression qu'ils ont les moyens financiers d'installer quelque chose, qui n'ont pas nécessairement le temps, qui manquent de temps, qui manquent de ressources un petit peu financières, mais d'en faire un petit peu, c'est mieux que de ne pas en faire du tout. Ouais. Toujours au moyen de tes capacités en tant qu'organisation ou en tant que travailleur, mais c'est vraiment de toujours l'avoir en tête que c'est pas grave si tu n'arrives pas demain matin. Ouais. Mais il faut que ça avance. C'est pas en une journée qu'on a eu tous nos protocoles, c'est pas... puis il évolue au fil du temps. Tu sais, le changement, on en a parlé beaucoup, que la Fondation, c'est ce qui nous guide aussi. Mais c'est de toujours avancer là-dedans puis de pas s'arrêter à... là, ça coûte tant, on ne pourra jamais faire ça. OK. Comment est-ce qu'on peut y arriver à cette étape-là? Comment est-ce qu'on peut former nos 300 employés? Comment... Fait que une chose à la fois, mais on avance quand même. J'aime ça. Merci pour vos conseils.
Merci pour votre générosité, vraiment. Je vous trouve très inspirant. Merci. Puis, merci encore une fois d'avoir porté votre voix, vos voix, pour notre balado, Cause Prévention. Je sais que c'est une cause qui vous tient à cœur. C'était palpable. Ah. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le et laissez-nous un commentaire sur votre plateforme préférée. On se retrouve bientôt pour Causer Prévention.